Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Comme d'habitude, chaque dimanche matin, je suis toujours ravie de vous retrouver pour une petite vidéo soignée aux oignons dans laquelle je parle de mes dernières lectures. Alors je dis dernière lecture, ici je mens un peu puisque je vais vous parler de titres que j'ai lus durant tout le mois d'avril 2025. Oui, j'ai du retard, oui, je vais le rattraper au fur et à mesure. Donc préparez-vous une petite tasse de thé, une petite tasse de café, un petit smoothie, enfin bref, n'importe quelle boisson. Mettez-vous bien en ce dimanche matin parce que voilà le récapitulatif de mon mois d'avril en lecture. Et je peux vous dire qu'il y avait du très bon. Commençons par une autrice que je continue de découvrir, c'est le deuxième livre que je lis d'elle. Il s'agit de Laetitia Tran, Sur le bureau. Alors c'était une petite romance très sympa que j'ai achetée, vous voyez, dans cette belle édition à Mons lors du salon de la romance justement. J'ai été ravie de découvrir Laetitia, de la rencontrer. Je n'avais commandé qu'un livre d'elle auparavant, c'était aussi une office romance, donc entre un boss et son employé. Ici c'est le cas aussi. On va suivre Jules qui est le patron et Alistair. C'est un mec qui est super mignon mais totalement hors d'atteinte. Nous avons donc ces deux protagonistes, patron-employé, donc Jules et Alistair, qui sont au travail ensemble, forcément, puisque c'est le patron. Alistair, c'est l'assistant du patron, mais il est très réservé, il est même timide, mais maladivement, quoi. Et ça lui a toujours posé problème dans sa vie auparavant. Et il a appris à l'accepter. Le souci c'est que les autres ne l'acceptent pas nécessairement, même dans sa famille. Alors par contre il est hyper doué dans ce qu'il fait, donc ça c'est bien. Et à chaque fois qu'il voit son patron, vu sa timidité, Alistair il a tendance à s'enfuir, à se planquer, à se cacher le plus possible. Le souci c'est que il va y avoir un échange de petits post-it maladroits, mais surtout avec un double sens qui va être mal compris par son patron Jules, et là c'est le début des ennuis entre les deux. Donc voilà. Alors malgré la timidité d'Alistair, moi j'ai beaucoup aimé ce roman parce que bon, les personnages timides c'est pas trop ma came. Je sais qu'on n'a pas le choix que d'être timide, mais c'est pas mon cas, et donc j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre les personnages qui sont ultra méga timides et qui en deviennent assez détestables par certains côtés, vous voyez, très détestables pour moi bien sûr, hein. Pour la majorité des gens ça passe, mais voilà. Donc bref, j'ai quand même réussi à avoir beaucoup d'empathie pour Alistair et également beaucoup de tendresse pour lui, à l'apprécier en tant que personnage. Donc là je trouve que l'autrice elle a vraiment bien réussi le coup. J'ai pas envie de vous en parler beaucoup plus parce que en vrai c'est une romance, ça s'appelle Sur le bureau quoi, hein, vous avez compris, c'est une romance office entre le patron, son employé, etc. Il y a plein d'enjeux, mais si je vous en dévoile plus, je trouve que je vais ruiner le bidule. C'était parfait à ce moment-là au printemps, mais c'est parfait aussi pour l'été. Moi j'aime beaucoup la plume de Laetitia Tran, j'ai acheté d'ailleurs 2 autres de ses livres, et j'ai vu qu'elle en sortait un. Là, qu'on peut précommander. Je vous avoue, j'ai envie de craquer, mais je me dis que ma palle est déjà tellement gigantesque. J'ai encore 2 de ses livres à lire. Donc non, je ne le commanderai pas, mais c'est pas l'envie qui me manque parce que je trouve que sa plume est vraiment très très efficace et également très fluide, très agréable à lire et facile surtout. Pour changer après de cette lecture, je me suis aventurée dans de la romantaisie avec A Fire in the Sky de, comment s'appelle l'autrice, Sophie Jordan. Elle est américaine si je me souviens bien, ou anglaise. Attendez, on doit avoir sa petite biographie là quelque part, non? Oui, elle est américaine puisqu'elle a grandi au Texas Hill Country. Bon, je suppose qu'elle est texane, quoi, hein, oui. Donc elle était prof d'anglais et maintenant elle écrit plein de romans. Elle en a écrit plus de 50. Personnellement, c'était un nom que j'avais jamais vu passer. Et je dois dire que dans la box Fairyloot où j'étais abonnée pour la romantaisie, c'était un des livres qui m'avait le plus tenté parce que, bon, déjà l'objet livre, magnifique. Je vais vous montrer la double jaquette. J'aime pas l'autre, mais je pense que c'est la jaquette habituelle. Je préfère l'autre. Voilà, mais bon, je vous ai montré. Par contre, j'adore le hardback. Je le laisserai bien comme ça. C'est un objet décoratif, quoi. Voilà, c'est comme ça partout. C'est simple, mais en même temps, c'est tellement joli.
Et j'ai été assez vite happée par les représentations des personnages, par les illustrations à l'intérieur. Moi ça me parlait énormément. Voilà, on est en plein dans de la romantaisie quoi. Voilà, j'adore. Alors, les tropes me parlaient vraiment parce que tu te dis en lisant le résumé, ça va être ultra méga problématique. Et il y a ce petit côté en moi qui est là, je vais adorer, détester, mais en même temps ça va être un peu mon guilty pleasure. Voilà, c'est les... Cherchez pas, c'est la dissonance cognitive de mon cerveau féministe. Parfois on aime bien lire un petit peu ces trucs là. Vous allez me dire mais c'est quoi les tropes? On a une princesse, voilà, et un prince, un chef guerrier qui a prêté allégeance au royaume de la princesse, au souverain justement de son royaume. Sauf que ben, l'échange il est déséquilibré entre les deux ethnies, on va pas se mentir. Et donc en fait le chef guerrier il vient chercher une femme dans ce royaume et il dit je vais épouser, il dit au roi, je vais épouser une de vos filles parce qu'il se dit que comme ça va régler tous ses problèmes avec ses voisins du nord, le fait qu'il n'ait pas suffisamment de moyens pour protéger la frontière et que justement ce souverain du sud soit pingre, il est très pingre, voilà, il envoie pas beaucoup de choses à son féodé, à son serf, non c'est pas un serf mais bon bref, à son seigneur féodé quoi. Donc la solution ça va être de piéger le roi et la famille royale dans une alliance obligatoire entre une des filles du roi et ce chef, voilà. Et en fait le problème c'est que le roi il a plusieurs filles, dont une, je pense qu'il avait 3 filles au total, ou 4, je suis plus certaine. La petite dernière en fait n'est pas vraiment la petite dernière. C'est une princesse qui n'est pas vraiment une princesse. Je ne sais plus le terme qu'ils emploient. Attendez, j'ai Tamsin, la princesse. C'est une princesse adoptée qui sert à punir les autres princesses. Je suis en train de me dire qu'est-ce que c'est que ce bazar. Donc en fait, quand les princesses, les vraies princesses de sang de la famille royale font des bêtises, ne se comportent pas correctement, etc., c'est elle qui prend cher et qui est punie à la place de ses sœurs. Et en échange de prendre les punitions, eh ben, elle est élevée comme une princesse, elle a accès aux mêmes cours, aux mêmes chances, et enfin bref, voilà, son statut social est assez élevé. Mais n'empêche que c'est une princesse esclave, en gros, je pense que c'est même le terme qui est employé. Et donc le roi va tout faire, va tout manigancer avec sa femme pour que le chef guerrier marie cette princesse-là qui n'est pas vraiment sa fille. Donc lui, elle a toujours pensé, cette princesse Tamsin, que ses parents l'aimaient comme les autres et que sa fonction ne changeait rien finalement dans sa famille, que ses parents l'aimaient, que ses sœurs l'aimaient. On se rend compte très vite en tant que lecteur que le roi il en a balèque de sa fille, qu'il préfère la sacrifier elle plutôt que ses filles de sang. Et donc sa fille adoptive va donc se marier avec le chef guerrier qui n'en sait rien parce qu'une des traditions lors des mariages c'est d'être voilée, d'où le voile qu'elle a là sur la tête. Voilà. Et donc le mariage se passe vraiment... de façon, c'est cru, voilà, c'est cru. Vous attendez pas à des petites fleurs, petits papillons, etc., etc. Non, la consommation du mariage a lieu devant la cour, comme ça pouvait se faire dans les sociétés féodales, voilà. Donc bref, le gars, il est pas content par rapport à sa meuf, à sa femme, et il pique un peu une petite crise, quoi. Et donc, elle va devoir repartir avec lui dans son royaume, et toute la question va être de pouvoir s'apprivoiser, etc. Alors, c'est un pays où normalement il n'y a plus de magie, mais en fait, la magie... est-ce qu'elle ne serait pas là quand même, tout comme les dragons? Vous doutez bien, vu le titre Fire in the Sky, la couverture qui est codée comme ça, etc. Voilà. Alors j'ai beaucoup aimé, mais en bas des pages dans cette édition-ci, on avait un petit dessin. Vous savez, quand vous faites bouger les pages très vite, vous avez une petite animation. Alors je ne vais pas vous montrer cette animation parce qu'elle est spoilante. Mais voilà, si vous lisez en anglais, si vous savez mettre la main sur cette édition, moi je vous la recommande. Je l'ai trouvée vraiment magnifique, mais elle est disponible dans une autre édition. J'espère que ce sera traduit. Parce qu'en vrai, oui, ça a des côtés très cucu, mais je trouve que cette histoire de mariage forcé a été relativement bien abordée, même si, on va pas se mentir, c'est assez problématique. Et autre chose aussi pour cette édition, c'est que chaque partie est illustrée de cette façon-là, et les illustrations... elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, il y a 5 parties, 5 illustrations, mais voilà. Donc bref, si vous lisez en anglais, voilà, c'est une romantaisie comme j'aime bien. Romantaisie problématique, je sais pas, mais
Mais ça m'a bien plu en vrai, voilà, malgré ce mariage arrangé, la consommation de mariage en public qui est absolument horrible quand il pense. Mais je sais pas, ça me plaisait bien quand même, voilà, me jugez pas trop s'il vous plaît, me jugez pas trop. Promis, j'ai fait d'autres lectures plus sérieuses et là en regardant sur mes notes, pas du tout. Pour ces lectures, on continue un petit peu de la honte. J'ai repris un abonnement pour des livres audio. Je vais pas promouvoir la plateforme parce que je l'aime pas, mais c'est celle qui a une des meilleures offres malgré sa politique horrible. Et donc, vous avez droit à des livres audio gratuits compris dans l'abonnement avec cette plateforme. Et moi, j'ai cherché un peu des lectures MM, c'est-à-dire LGBT, quoi, hein, surtout plus que MM. Et je suis tombée sur ce titre. Voilà, regardez. Voilà. Nous avons la couverture 1. Mais il y a aussi la couverture 2. La couverture 3. Et la 4. J'ai lu les 4, oui, j'ai lu les 4. J'ai quand même payé la 4 moi-même, mais je l'ai pas lu au mois d'avril, hein, parce que bon, 4 audiobooks sur un mois, c'est quand même énorme, même si je lis très vite en audiobook. Donc, revenons, je vais vous parler que du tome 1, forcément, au point de vue du résumé. Donc, c'est Human Omega, Discovered on the Safe Planet. Voilà. C'est de Eileen Glass, et je pensais que ça allait être vraiment une lecture de la honte, avec énormément de passages smut, mais très pimentés. Et je peux déjà vous dire que c'est pas ça. Voilà, j'ai été très surprise et très agréablement surprise, d'où le fait que je vous parle de cette lecture et que je vous dise à nouveau que si vous lisez en anglais, allez-y, allez-y. J'espère qu'un jour ce sera traduit, mais j'y crois pas trop parce que c'est vraiment niche quand même. Donc bref, on va suivre ici donc un humain. Donc j'ai oublié le nom, attendez, c'est Carter, voilà. Comment j'ai pu oublier son nom à ce cher Carter. Donc Carter, qui est un ancien Navy, en gros ça, mais ça se passe dans l'espace, donc c'est pas vraiment la Navy, hein, voilà, mais c'est pas non plus la NASA. Donc le gars, normalement c'est un mec assez baraqué, vous voyez, dans les romances, il pourrait vraiment vous tuer avec son petit doigt, quoi. Mais le gars se retrouve en fait en enslaved, c'est comment en français ? Mis en esclavage sur une planète alien, donc d'extraterrestres. Et on a ces espèces d'extraterrestres qui ressemblent très fort, dans ma tête, moi je me les suis représentés comme des cafards, mais gigantesques. Et ils ont réduit en esclavage en fait tout le peuple présent sur la planète de base. Alors ce peuple qui est là, les Kaali je pense, donc ils se retrouvent esclave sur cette planète, il comprend rien parce que son système de traduction dans sa tête a été réduit à néant et bref. Heureusement pour lui, il y a 2 autres esclaves, Pike et Seal, qui vont être tout de suite attirés par lui parce que en fait sur cette planète, eh bien Carter c'est un Omega, voilà. Donc Omegaverse, etc. tout ça. En gros, sur cette planète, il n'y a pas de genre féminin, il n'y a que le genre masculin et en sous-genre alpha, bêta, oméga. En gros, c'est ça. En tout cas, des alphas et des omégas. Et pour les extraterrestres originaires de cette planète, on est sur des espèces d'immenses chats guerriers avec des aspects très félins, dont une queue, voilà. Mais également des choses pour se défendre, donc une crête, une crinière assez piquante, etc. Je vous invite à aller voir quelques fanarts pour cette œuvre, qui est disponible sur le site de l'autrice pour vous faire une petite idée. Donc moi je m'attendais à un truc très cringe, à nouveau très problématique, un peu comme un peu comme celui-là. Je sais pas, j'étais dans un mood au mois d'avril, cherchez pas, je voulais lire des trucs comme ça. Et en fait, mais pas du tout. Je me suis retrouvée face à une œuvre qui remettait en cause ce que c'est la féminité, ce que c'est la masculinité, etc. Parce que nos 3 protagonistes là, en fait, bah, y a une alchimie qui se crée tout de suite assez vite. Chez les 2 extraterrestres, ils sont là en mode, voilà, c'est nos hormones, c'est un oméga, on est tout de suite attiré par lui. En sachant qu'en fait, c'est une société polyamoureuse et on va dire matriarcale, dans le sens où ce sont les omégas qui ont tout pouvoir, voilà. Et donc les guerriers alpha, ils ont rien à dire, voilà, ils ont absolument rien à dire, ils se mettent au service de l'oméga et ils vont tout faire, risquer leur vie, risquer leur santé, etc. pour que l'oméga survive parce qu'il a un rôle trop important dans la société puisque c'est lui qui assure la venue des enfants et qui élève les enfants. Enfin non, c'est même pas lui qui élève les enfants, c'est les guerriers en fait, grâce à un oméga, ont une chance de pouvoir élever un enfant. Et en fait, j'ai trouvé que
cette façon de traiter l'Omégaverse mais super méga intéressante. Donc Carter il comprend rien de ce qui lui arrive, il est là dans cet univers, il est perdu sur la planète, il sait même pas comment il est arrivé sur la planète, il a aucun souvenir de ça, comment il se retrouve emprisonné, mais ils arrivent à s'enfuir et les deux extraterrestres prennent énormément soin de lui et lui il est là en gros, mais les gars en fait je suis un guerrier, donc moi en fait je sais comment utiliser toutes les armes que les envahisseurs ont et qui nous ont emprisonnés, je sais comment nous défaire des colliers d'esclaves et donc voilà, donc ça va être un petit peu une incompréhension entre les deux, entre lui qui est vraiment un génie et qui a vraiment des connaissances parce qu'il est ingénieur, les deux autres qui viennent d'une société primitive, matriarcale, et qui veulent en fait juste faire en sorte que cet Oméga soit bien. Voilà. Et ça c'est le début, et puis vous avez dans le deuxième tome Carter qui va réparer son appareil pour pouvoir communiquer avec eux. Donc tout le premier tome en fait ils ne se comprennent pas, il faut quand même bien se le dire. Et le deuxième tome, il y a d'autres protagonistes qui vont être sauvés, etc., qui entrent en jeu, mais alors les autres guerriers qui viennent les sauver vont se dire non mais attends, ces deux-là ils ont fait n'importe quoi avec l'Oméga, il faut qu'on protège l'Oméga à fond, donc on va les séparer, on va vraiment faire en sorte qu'ils soient safe et ainsi de suite, pour que la relation soit consentie, et enfin bref. Donc il y a beaucoup de consentement dans ce livre, à ma grande surprise. Je m'attendais, je vous dis, à un truc mais vraiment cringe, alors qu'en fait c'était une romance polyamoureuse, tout ce qu'il y a de plus green flags. Je m'y attendais pas, voilà. J'ai qu'une envie, c'est que le livre soit traduit et qu'il plaise au plus grand nombre, mais voilà, si vous lisez en anglais, n'hésitez pas. Je pense qu'à l'écrit, ça doit pas être si difficile que ça. Bon, en audio, peut-être que si vous n'êtes pas parfait bilingue, c'est plus compliqué, mais voilà, tentez le coup. Bon, il y a quand même du smut, hein. Bon, on est quand même sur une romance avec trois mecs costauds, donc voilà. Mais vraiment agréablement surprise par cette romance sur laquelle je misais pas un copec. Je me suis dit je vais lire le premier tome pour me foutre de la gueule des protagonistes, et en fait non, j'étais là. C'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. Je valide. Je vous mentionne quand même que pendant le mois d'avril, j'ai dû continuer Les Amants de Baker Street de Isabelle Lesteplume et donc lire le tome 2, L'ombre de Reichenbach. Au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai lu également le tome 3, mais plus tard dans l'année. Donc j'en ai fini avec cette saga d'Isabelle Lesteplume. Je pense que je vous en ai parlé assez souvent de cette autrice, je l'adore. J'ai plus qu'un livre d'elle à lire d'ailleurs. Ça va être très compliqué, qu'est-ce que je vais lire après? Celui qui a dit toute ma palle dans les commentaires peut sortir. Bref, on est ici sur une réécriture de Sherlock Holmes et du Dr Watson. On revisite en fait les enquêtes ultra mythiques de l'enquêteur, j'allais dire, du détective privé, voilà, du gentleman detective et de son docteur. Sauf qu'ici, en fait, Holmes et Watson ont une relation totalement assumée et romantique, hein, cette relation, bien sûr. Et que donc, cette affaire avec la cascade de Reichenbach ou Reichenbach, je sais pas comment ça se prononce exactement, on connaît tous hein, comment ça se termine pour Sherlock Holmes et à quel point c'est dramatique. Donc voilà, c'était pas un tome très agréable à lire, très honnêtement. Il était très sombre, au contraire du premier qui était quand même plus léger et enfin on s'enjoignait plus dans le premier, hein, même si c'était pas non plus toujours facile. Mais voilà, j'ai eu mon cœur qui saignait vraiment sur le tome 2 et comme je vous en reparlerai pas dans une prochaine vidéo, pour le tome 3 également, puisque Isabelle Lesteplume n'a rien trouvé de mieux que de faire en sorte que Dr Watson et Sherlock Holmes prennent le Titanic. Hein. On était bien quoi, on était bien. Donc j'ai été quand même aussi très serrée sur le tome 3. Il y avait beaucoup de moments où j'étais là, elle va pas faire ça quand même. Et bien si, elle le faisait. Donc ouais, assez palpitant. Très bonne vibes. Aussi une romance très pas feel good parce que c'est pas feel good, mais green flags avec beaucoup de communication et beaucoup d'émotions entre les deux protagonistes qui se foutent un petit peu aussi de la masculinité toxique. Voilà, j'ai beaucoup aimé vraiment cette saga que je vous recommande si vous savez pas quoi lire pour cet été, pour cet automne. Franchement, vous serez embarqué en Angleterre avec Watson et Holmes. Alors j'ai malheureusement laissé les livres suivants
dans mon casier à l'école. J'espère que quelqu'un me les aura pris pour les lire pendant l'été, mais j'y crois pas trop. Il s'agit des Culottés de Pénélope Bagieux, mais en folio, donc le tome 1 a été divisé en 2. Je pense que tout le monde a vu passer il y a de ça des années cette bande dessinée, les Culottés. Je pense que je dois pas trop vous rappeler ce que c'est, mais en gros l'autrice donc nous présente la vie dans chaque partie, dans chaque chapitre d'une femme remarquable à travers l'histoire, à travers le temps, et ça va vraiment dans tous les sens, point de vue des figures. On peut avoir des figures politiques qui sont plus récentes, scientifiques, des mères de famille, voilà, il y a des rois, enfin pas des rois, des reines, vraiment, ça part vraiment dans tous les sens. J'ai appris plein de choses, il y a beaucoup de ces femmes que je ne connaissais absolument pas. Il faut aimer bien sûr ce style de dessin, mais au-delà du dessin, vraiment, point de vue de l'apprentissage qu'on peut faire sur les droits des femmes, les luttes pour justement les droits des femmes, je trouve que l'œuvre est particulièrement intéressante. Et en plus ici c'est en folio, donc c'est des prix vraiment rikiki mini, ça vous coûte pratiquement rien d'acheter cette bande dessinée dans ces derniers livres dont je vous parle pour ce bilan du mois d'avril. C'est Semantic Error de G. Suri, je sais pas si je prononce bien. Comme vous pouvez le voir, le livre est à une très belle couverture. Il y a un jaspage, bon, il faut être fan de ces couleurs là, de ce jaspage là, moi c'était pas trop mon truc, mais il est relativement fin, ça se lit vraiment très très vite. Et le livre est illustré, donc à l'intérieur vous avez par exemple une illustration comme ceci en ouverture. À la fin c'est la même, et puis vous avez des petits personnages chibi un petit peu partout pour chaque début de chapitre ou fin de chapitre parfois même, et vous avez quelques illustrations en noir et blanc au fur et à mesure du livre. Attention, c'est par des dessinatrices différentes, donc on est parfois un petit peu perdu dans les styles. En toute honnêteté, j'ai vu que c'était un commentaire, une critique qui avait été faite sur Instagram, et je la rejoins, je dois bien dire, parfois j'étais assez perdue dans les illustrations, parce que c'est à chaque fois des illustrateurs, enfin pas à chaque fois, mais il y a 2-3 illustrateurs et illustratrices différentes dans un style vraiment différent. Alors c'est bien parce que ça permet pour certains d'être plus sensibles à l'un qu'à l'autre, donc il y en a pour tous les goûts, mais parfois on est perdu dans la représentation des personnages et je savais pas trop sur le dessin quel personnage était lequel. Donc voilà. Alors je l'avais acheté, je m'étais laissé tenter aussi au salon de la romance à Mons, parce que c'était un livre dont j'entendais parler chez certains et certaines fans de K-drama. Je pense que ça a été adapté en fait en série, ou d'abord c'était un manga ou quelque chose dans le genre, et le livre est venu après, le roman est venu après. C'est clairement pour les fans. Moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire parce que ça se passe en Corée et je n'ai absolument plus aucune connaissance sur la Corée. Donc quand ils utilisent des particules, quand ils utilisent certaines façons de s'exprimer, certaines formules de politesse, je suis là, je dis c'est normal, ou est-ce que le personnage il est juste froid, distant. Donc voilà, il y a eu un décalage, je vais dire culturel, entre le livre et moi. C'est ma faute, hein, donc voilà, après je suis une lectrice, je suis capable de faire l'effort, hein, bien sûr. Mais voilà, je tenais à vous le préciser, si vous connaissez absolument rien sur la Corée, comme moi, si vous n'êtes pas fan de K-pop, de K-drama, c'est plus compliqué, forcément, même si c'est abordable, bien sûr. Et sinon, bah voilà, c'est deux jeunes hommes qui sont à l'université. Il y en a un qui est très froid, très distant. Il fonctionne vraiment un peu comme un robot. Il a un objectif et il veut y arriver. En gros, voilà. Et les autres, ça l'intéresse pas plus que ça. Voilà, les relations avec les autres, c'est pas du tout sa came. Bon, voilà, c'est comme ça. Et le deuxième personnage dont j'ai oublié le nom, c'est Jang. Je vais pas le dire, franchement, je vais le massacrer. Toutes mes excuses, mais je vais le massacrer. Et donc c'est lui, l'erreur sémantique dans le monde de l'autre protagoniste, voilà. Puisque lui, il est beaucoup plus enjoué, beaucoup plus spontané, et qu'il met les pieds dans le plat, et il n'a qu'une envie, c'est de devenir ami de l'autre à un moment donné de l'histoire. Sauf que leur relation, elle commence sur de très mauvais auspices, puisque il a raté son année, en fait, à cause
de l'autre personnage. Voilà, et donc il doit recommencer un cours à cause de lui. Voilà. Bon, moi je trouvais l'intrigue un peu légère, voilà, ça me semblait pas très vraisemblable, mais c'est moi, voilà, je pense que ça plaira à plein de gens qui sont peut-être plus proches des études que moi je ne l'ai été. Oui, j'ai eu des bons moments pendant mes études, mais j'ai aussi eu beaucoup de galères, comme tous les étudiants je pense, et j'ai repris des études en 2014, ça fait déjà plus de 10 ans, pendant que je travaillais, et je me dis, en fait c'était très bien à ce moment-là, mais voilà, je le referai plus. Donc j'avais pas très envie d'être replongée, vous voyez, dans ces galères intersidérales de travaux de groupe à l'UNIF, avec des profs qui disent, bah en fait vous vous démerdez, c'est vos histoires, et ainsi de suite. Voilà, je suis trop vieille, je suis trop vieille pour ce livre. Donc les éditions Bookmark ont sorti un tome très régulièrement depuis. Je pense qu'ils ont même déjà publié le tome 4, non? Je sais pas où ils en sont. Moi j'ai décidé que je continuerai pas l'histoire parce que bah, je suis pas le public, c'est trop young adulte pour moi. Et voilà, c'est pas que le livre était inintéressant. C'est juste que voilà, je suis pas le public concerné et j'ai pas non plus été absolument captivée par les deux personnages. J'ai pas eu beaucoup d'empathie, beaucoup de tendresse pour eux. Je les trouve très caricaturaux parce que très à l'opposé. Et en fait, s'ils n'entraient pas en relation tous les deux, ils le seraient beaucoup moins caricaturaux. Mais là, il y a trop d'incompréhension entre eux deux que pour que je puisse m'attacher, en tout cas dans ce premier tome. Vous allez me dire peut-être que je devrais continuer et lire le deuxième tome et peut-être que ça irait mieux, mais non, j'ai trop d'autres livres à lire, donc voilà. On a fait le tour de toutes mes lectures du mois d'avril. Je vous remercie déjà d'avance de liker cette vidéo, pourquoi pas de la commenter et de la partager autour de vous. Ça m'aide énormément quand vous me montrez un tel soutien. Donc je tiens à vous remercier. Et je vous rappelle que si parfois je suis pas super active sur YouTube, j'essaye en tout cas de l'être vraiment très régulièrement sur Instagram, sur Twitch et sur mon Discord. Vous avez les 3 liens ci-dessous dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me rejoindre par là-bas également. Et je vous dis à très vite en tout cas sur Plume à Papote. Restez bien connectés. N'hésitez pas à activer la petite cloche parce que je me suis donné comme mission là pour cette fin d'été de préparer des vidéos pour que vous en ayez tous les dimanches qui vont arriver. Donc voilà. N'hésitez pas. C'est gratuit. Ça me fera plaisir et ce sera dans une bonne ambiance. À bientôt!